Moi, j'enseigne aux États-Unis parce que j'ai fait de la littérature en langue française. C'est la langue française qui m'a emmené aux États-Unis. C'est la langue française qui m'a permis d'être écrivain. C'est la langue française qui a fait que je vienne vous voir aujourd'hui. C'est la langue française qui a fait que je rentre au Collège de France. Et puis c'est la langue française, disons, qui m'a donné ce que je suis comme écrivain sur le plan international. Vous savez qu'aujourd'hui, quand il y a des réunions sur le plan international, même dans le monde anglophone, ils ont besoin d'un écrivain francophone. Je suis membre du jury d'un des plus grands prix de langue anglaise qui s'appelle le Booker Prize. Les livres que j'ai écrits sont traduits maintenant dans 20 langues, dans les autres langues. Mais ils sont traduits de la langue française à la langue, aux autres langues. J'ai été traduit en hébreu, en coréen, en japonais, en catalan, en russe, en chinois, toutes les langues. Il y a même des livres là, quand je vois mon livre, je ne reconnais même pas mon nom tellement dans leur langue. Peut-être Batiaki Motomosusu, mais c'est moi. C'est ça. Donc, quand j'étais à votre place, quand j'étais au lycée, quand on étudiait au lycée l'anglais, nous, à l'époque, on ne voulait pas étudier l'anglais. On disait toujours, je n'irai pas en Angleterre, parce qu'on voulait aller en France. Et ça nous a rattrapés, parce qu'après, maintenant, il faut parler l'anglais. Ah, si j'avais su, j'aurais dû apprendre. Donc, ne soyez pas dans une situation où vous pensez que c'est parce que vous allez abandonner les Français pour aller étudier l'anglais que vous avez réglé la situation. Je disais aussi hier aux gens de Goma qu'il faut toujours éviter de faire ce que tout le monde veut faire. Parce que le jour où on vous dit « Ah, c'est maintenant là qu'il faut aller », le trou est tellement petit que tout le monde veut passer là, personne n'arrive à rentrer, ils ont laissé un boulevard, et le boulevard, c'est à vous. Je vais vous dire la dernière chose, par exemple, pour ceux qui feront les études de lettres. La différence entre celui qui étudie la littérature française et la littérature francophone est large. Si vous étudiez que la littérature française, donc vous allez étudier voilà, les siècles, les divisions que vous voyez dans le Lagarde des Michards, 18e, 19e, 20e, 21e, vous avez les étudiants. On n'étudie pas généralement la littérature francophone dans cet espace-là. Or, si vous étudiez la littérature francophone, ça veut dire que vous avez d'abord étudié la littérature française, puis vous vous êtes intéressé à ce qu'on appelle les littératures post-coloniales, c'est-à-dire les littératures qui sont arrivées après les colonisations et qui ont été écrites par les Africains, par les Antillais, par les Québécois, par les Belges, etc., etc. Ça vous donne plus de débouchés dans les emplois. Parce que quand on cherche à travailler comme prof dans les universités américaines, actuellement on recherche beaucoup plus ceux qui ont fait les études francophones. Parce qu'ils sont plus polyvalents, parce qu'ils embrassent plusieurs continents et parce qu'ils embrassent plusieurs cultures. Merci de me recevoir ici à l'Institut français de Bukavu. Je suis très heureux de faire ce voyage, d'embrasser cette discussion, de venir à la rencontre de mes frères et de mes sœurs du Congo démocratique. Le plus souvent, lorsqu'on parle de la langue française, on ne parle que de son aspect en voie de disparition. Je ne sais pas où est sortie cette chanson, qui a commencé à la chanter en premier, qui en a composé les paroles et qui en a pressé les disques
et quels sont les musiciens ou les distributeurs qui vendent ce CD à l'ensemble de la francophonie, au point que le même disque est joué dans les mêmes maisons. Ah, la langue française est en train de disparaître à cause de l'anglais. Non. Est-ce qu'on sait par exemple que 40% du vocabulaire de la langue anglaise vient de la langue française? Certains, en anglais, ils n'ont pas trouvé d'autres mots que rendez-vous. Rendez-vous, on le dit de la même manière en anglais. Et tout le vocabulaire sur la cuisine, sur, je ne sais pas, les paysages, il y a beaucoup d'éléments qui font que ces deux langues, qui sont des langues latines, ne sont pas des sœurs qui sont en train de s'entretuer, ou alors des sœurs qui sont en train de se donner du poison. L'impression que nous avons d'une langue française qui serait, là je parle au conditionnel, qui serait en train d'être avalée par l'anglais, c'est tout simplement parce que nous avons une définition économique de la langue française ou des langues. Vous savez que en tout temps et en tout lieu, la langue qui a toujours semblé dominer, c'est la langue qui avait la plus grande puissance économique. Il se trouve qu'à l'époque, quand la France était plus puissante, quand la France était plus grande, quand la France était plus rayonnante, les gens ne savent pas que la moitié de l'Amérique, du continent américain, appartenait aux Français, que par la suite on avait vendu tout cela pour aller faire la guerre. Et toute cette partie-là, si elle était restée française, eh bien, aujourd'hui l'Amérique parlerait la langue française. On ignore aussi que, à cette époque, où on parlait nécessairement la langue française, c'était parce que la France était à la pointe de la puissance économique et à la pointe de la puissance diplomatique. Les choses se sont faites de sorte que le renversement, l'Amérique étant numéro 1 sur le plan économique officiellement, les autres grandes puissances embrassant pratiquement l'anglais, que ce soit l'Inde, l'Angleterre, etc., et le commerce se faisant de plus en plus en anglais, les échanges se faisant de plus en plus en anglais, on a eu l'impression que la langue française reculait. Elle ne reculait pas, elle était là. Elle est peut-être la seule langue qui peut s'appuyer sur l'énergie de ces anciennes colonies, l'énergie de ces anciens territoires, parce que à ce moment-là, il y a plutôt ce qu'on appelle un déplacement du centre de gravité de la langue française. Pendant longtemps, la langue française avait pour centre de gravité la France, parce que c'était de là que partait l'élément culturel, les éditeurs, la critique littéraire, l'Académie française, le Collège de France, les grandes universités, les grands auteurs, les auteurs africains qui publiaient, mais publiaient toujours en France, les jeunes Africains qui voulaient être écrivains, mais voulaient tous être publiés par la France, etc. Ça centralisait en quelque sorte la langue française. Mais aujourd'hui, il existe d'autres puissances littéraires dans le monde. La Suisse peut avoir sa littérature sans s'occuper de la France. Il y a des éditeurs, il y a des journaux. Le Canada, du côté du Québec, peuvent avoir leurs éditeurs. Le seul point d'orgue, c'est peut-être l'Afrique francophone. Là où il y a le plus d'espoir dans la langue française, c'est là où il y a le moins de maisons d'édition et des libraires. On a comme ça des libraires qui essayent de se battre comme la librairie des Grands Lacs que nous avons ici, mais en général, un pays comme le Congo-Brazzaville, qui est connu pour avoir les plus grands écrivains de l'Afrique centrale, on n'a jamais eu de librairie. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais signé un livre dans une librairie au Congo-Brazzaville. Ou bien quand on allait dans une librairie, c'était une librairie d'un Français, mais qui vendait que les livres scolaires. Donc le roman n'était pas considéré comme exploitable dans ce sens. Donc, la place de la langue française en Afrique, c'est une place qui est toujours royale. C'est une place qui n'a pas changé. C'est une place qui reste à développer. La langue française demeure l'une des langues
qui pourrait fédérer les personnes qui ne sont pas capables de communiquer entre elles par leurs langues qui sont différentes. Au Congo, on a plus de 300 ethnies, 300 langues. Si les gens ne peuvent pas s'entendre, ils passent par le biais de la langue française. Donc elle demeure la langue d'étude, elle demeure une des langues officielles, elle demeure la langue de la courtoisie, elle demeure aussi la langue de la colère et de la paix. Quand mon père s'énervait, il s'énervait en français. Quand il était calme, il redevenait en Munukutuba, en Lingala ou en Bembe. Mais dès qu'on entendait mon père parler en français, tout le monde se mettait en rang parce qu'on dit il est fâché, on dit pourquoi il a parlé en français. Donc ça remettait un peu de l'ordre dans la maison, et si bien que quand ma mère s'énervait en Munukutuba, moi ça me faisait rien. Et comme ma mère avait compris que pour nous faire peur, il fallait parler en français, ma mère avait appris les formules de mon père qui s'énervait en français. Donc quand le père n'était pas là, la mère aussi dit « Vous allez m'entendre !» Et tout le monde restait debout, on reste en garde à vous. Donc c'était la langue pour mettre en ordre de bataille, mais aussi la langue de la courtoisie. Quand vous voyez quelqu'un, on vous dit « Dites-lui bonjour » en français, ça veut dire « Respectez-le ». Voilà. Et quand on voulait un peu respirer tranquillement, manger avec les mains et non avec les cuillères, on parlait les langues en congolais. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir pour cette première précision.